pour cette avant-dernière conférence du samedi 8 août. Nous allons parler donc de l'Himalaya avec deux invités. Émilie Brouze, qui a publié avec Bérénice Roquefort-Giovanni L'hiver en Himalaya, l'ultime défi aux éditions Glénat. Et puis Philippe Montillet, Carnet d'éternité, 30 ans sur les chemins du monde, un ouvrage préfacé par Philippe Claudel et qui a été récompensé l'année dernière au Salon du livre de montagne de Passy. Et puis Himalaya avec les porteurs du Népal. Alors Émilie Brouze est journaliste au Nouvel Observateur et elle nous expliquera tout à l'heure pourquoi elle a choisi de parler de ces aventuriers qui lancent un défi à eux-mêmes et un défi aussi à la société en allant dans l'Himalaya en hiver. Et puis Philippe Montillet, il appartient à ces professions de santé qu'on a largement applaudi cet hiver, ce printemps. Et il consacre son temps libre à explorer le monde et à nous livrer pratiquement chaque année des images de tous les continents et de tous les pays que l'on a tendance parfois à oublier, mais dont il sait nous faire connaître et nous faire comprendre l'ensemble des peuples qui les animent. Nous devions recevoir Nathalie Lamoureux pour son ouvrage Marc Battard, l'Everest en partage. Je vous le signale. Nathalie Lamoureux doit être perdue quelque part ou cachée au fond de la caravane de Marc Battard qui va lancer le défi de faire l'Everest à l'âge de 70 ans l'année prochaine et sans oxygène. Voilà. Donc, pourquoi l'Himalaya? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Pourquoi l'Himalaya alors qu'il y a le Mont Blanc et qu'on peut très bien faire de la montagne sans l'Himalaya? Certains disaient que on escaladait, on faisait de la montagne parce qu'elle était là et que c'était finalement une façon de s'oxygéner. L'Himalaya fascine, ça on le sait, parce qu'il représente un idéal et certainement une obsession. Nathalie Lamoureux avait fait il y a quelques années un livre, l'Everest à la folie. C'était vraiment devenu une fascination et qui frisait à l'obsession. C'est un lieu d'effort absolu et de survie toujours en conditions extrêmes. Dès lors que l'on franchit la zone de la mort. Hein. On nous expliquera tout à l'heure ce que c'est. C'est l'enjeu de tous les défis, de toutes les folies, de tous les drames répétés, de tous les drames qui se répètent chaque année, et surtout par des temps comme celui-ci. Mais il y a toujours l'émotion d'arriver au sommet et l'ivresse des cimes, au risque de glisser, au risque d'y laisser sa vie, au risque de mettre en péril aussi la vie des sauveteurs. Le but de toutes ces aventures, c'est aussi d'en revenir et de pouvoir témoigner de ce qui s'est passé après avoir goûté au plaisir de la grimpe, de l'escalade. Et le grand plaisir, c'est aussi de goûter le plaisir de revenir et le plaisir des choses simples. Je veux dire, à partir du moment où on a mis sa vie en péril, après, on a peut-être plus de capacité à s'intéresser à ce qui est simple plus près de nous. Alors, Émilie Brouze, pourquoi ce livre? Est-ce que vous faites de la montagne? Est-ce que vous avez été fasciné par ces aventuriers qui bravent leur vie? Alors, bonjour déjà. Effectivement, oui. Donc, effectivement, nous, on ne vient pas du monde de la montagne. Alors, moi, j'ai grandi dans le Chablais, donc la montagne ne m'est pas tout à fait étrangère. Mais le point de départ de ce livre, ça a été le sauvetage d'Elisabeth Révol en janvier 2018. Donc avec ma collègue, on travaille dans le même service à l'Obs. On a suivi ce sauvetage et on se souvient avoir vu Elisabeth Révol sur son lit d'hôpital à Salanches dire, sous le coup de l'émotion, je retournerai grimper des montagnes. Et voilà, c'est cette attraction qui nous a vraiment intrigués et fascinés. Et donc, on a essayé de la rencontrer parce qu'on a eu envie de faire son portrait pour notre journal. On a longuement échangé avec elle. Elle a été un peu échaudée par l'attention médiatique à son retour. Et on a fini par la rencontrer. Et
et elle nous a raconté voilà, pourquoi elle se rend là-bas, qu'est-ce qui la motive, etc., son ascension. Et donc, à partir de là, on a eu envie de creuser. Et, et donc, notre livre porte sur les alpinistes qui réalisent des hivernales dans l'Himalaya. Elisabeth Révol, il n'y a pas beaucoup de Français, en fait, qui en font. Elle est l'une des rares à le faire actuellement. Et la question du pourquoi, alors pourquoi l'Himalaya, pourquoi gravir des montagnes, elle est vieille comme l'alpinisme, mais l'hiver, de par l'hostilité des conditions, ça donne un autre éclairage à cette question. Donc voilà, dans notre livre, on raconte 6 ascensions qui chacune donne un éclairage qui est une facette de l'himalayisme hivernal. En fait, très rapidement, on s'est rendu en Pologne parce que c'est les Polonais qui ont été les premiers à se rendre, à gravir des 8000 l'hiver. En 1980, et 2 Polonais qui sont arrivés au sommet de l'Everest. Et en fait, eux, ils ont eu le quasi-monopole des premières dans l'Himalaya en hiver. En fait, les Polonais, ils ont été absents des grandes premières à partir des années 50. Et en fait, ils ont voulu se faire une place dans l'histoire. Et Andrzej Zawada était l'un des artisans de cet himalayisme hivernal. C'est lui qui avait eu cette vision. C'était une façon de se distinguer. Et donc, ils ont réalisé une première en 1980, puis de nombreuses premières, 10 des 13 premières ont été réalisées par des Polonais. Oui, vous dites dans votre livre qu'il y a un art de la souffrance, parce que je pense qu'on ne monte pas à l'Everest comme on grimpe là sur le chemin qui nous mène au jardin des cimes. C'est vraiment très, très difficile. Et il y a surtout en hiver une recherche de la souffrance. Comment explique Oui, voilà, de par les conditions, de par le froid, le vent. C'est l'expression que Zawada employait. L'art de la souffrance et aussi l'art d'attendre. C'est ce que dit Adam Bielecki, l'un des sauveteurs d'Elisabeth Révol, qui a réalisé plusieurs aussi ascensions hivernales. Comme la fenêtre météo est plus rare en hiver, il faut attendre au camp de base que la météo permette l'ascension. Et donc, il faut tuer le temps. Alors, vous dites aussi que si on vit sans risque, on ne vit pas. Mais quand on voit quel a été le sauvetage d'Elisabeth Revol, on peut se dire qu'une vie avec un excès de risque qui met en péril la vie des sauveteurs, cela pose quand même un problème éthique. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la question de pourquoi, il n'y a pas forcément de réponse unique. Au final, on se rend compte qu'on a vite réalisé que la réponse, il y avait plusieurs réponses et évidemment qu'elle variait selon les personnes. Oui, je veux dire, c'est une telle passion qui tourne à la folie et qui permet et qui entraîne la mise en jeu de sa propre vie, mais aussi qui peut entraîner la mise en jeu de la vie des autres. Oui, c'est sûr. Le cas Révol est un bon exemple. Il a été beaucoup décrié pour les propos qu'elle a tenus à Salanches quand elle mettait en cause les secours pakistanais qui n'avaient pas réussi à sauver son compagnon de cordée. Oui, elle, pour ce qui est de la question de pourquoi, elle admet que ça a été une obsession, une addiction, pardon, cette quête des hauts sommets. Et pour ce qui est de son compagnon de cordée, également, lui, il a réalisé 7 tentatives du Nanga Parbat. Quasiment chaque année, il y retournait. Au début, il avait simplement atteint 5500 mètres, puis 6000. Et en fait, progressivement, il a appris à grimper sur cette montagne. Et lui, par exemple, pour ce qui est de la question du pourquoi, c'était sans doute un échappatoire
c'est au sommet parce que donc c'est quelqu'un qui souffrait d'épisodes dépressifs depuis l'enfance et la montagne lui permettait c'était quelque part une fuite aussi parce que ça lui faisait du bien, il s'y sentait bien, il avait l'impression de réfléchir différemment, de voir la vie différemment là-haut. Voilà. Voilà. Et puis dans le cas d'Elisabeth Revol et dans le cas de tous les alpinistes qui ont été sauvés dans des situations extrêmes, il peut y avoir le syndrome du survivant. Comment vit-on après de tels drames? Oui, elle a souffert d'un syndrome du survivant. Elle raconte qu'elle a suivi un traitement à son retour pour pouvoir revivre et pour aussi refaire de la montagne. Le syndrome du survivant, c'est la culpabilité d'être resté en vie alors que son compagnon de cordée est décédé sur la montagne. Et plusieurs grands alpinistes en ont souffert. Et alors, cela met en jeu la responsabilité de l'individu. On en a bien parlé hier avec Éric Descamps, qui justement a fait un livre avec un procureur sur le thème de la responsabilité, sur le thème de la sécurité, sur le thème de l'anticipation du risque. On n'a pas l'impression dans les situations que vous décrivez, celle d'Elisabeth Revol, mais aussi les autres cas que vous observez, on n'a pas tellement l'impression qu'il y a cette éthique de la sécurité, si l'on peut dire. L'ivresse d'atteindre le sommet est telle qu'elle gomme toute notion de risque et même parfois de sécurité. Oui, c'est vrai que dans certaines trajectoires, on peut voir qu'il y a eu un point de non-retour. Par exemple, Elisabeth Revol, elle a un discours elle est plutôt très contrôle-fric, elle s'entraîne énormément, elle veut tout le calculer. Et il y a eu un discours de maîtrise. Et pour le cas de cette ascension, effectivement, il y a eu un moment où il aurait fallu faire demi-tour et ils ne l'ont pas fait. Et sans doute que l'appel du sommet, qui étaient si proches, a fait que la bonne décision n'a pas été prise. L'une des grandeurs de l'alpiniste, c'est de savoir renoncer, que ce soit l'alpiniste, que ce soit tout autre membre d'une profession qui nécessite l'engagement d'une responsabilité. Il faut savoir dire non. Oui, c'est sûr. En journalisme aussi, il faut savoir ne pas écrire parfois. Parfois. Souvent. En tout cas... On ne prend pas autant de risques. Pardon ? On prend pas autant de risques. On ne prend pas tant de risques, mais on peut effectivement faire du mal aux autres. Donc, cela peut éventuellement être un lien. En tout cas, ce qui est constant dans les textes que vous nous livrez, c'est que toutes ces personnes acceptent l'idée de la mort. Oui, il y a plusieurs alpinistes qu'on a interviewés qui nous disent que c'est un préalable à de telles ascensions, qu'il faut accepter la mort. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Lyonnais, qui a écrit un ouvrage il y a quelques années sur le rapport à la mort des alpinistes et qui explique que c'est une des motivations, c'est aussi une des explications à cet attrait, c'est qu'on est sur une crête, une ligne de crête entre la vie et la mort, et effectivement on va regarder de l'autre côté et on revient, et que frôler la mort donne du sens à la vie, et que c'est aussi une des motivations. Mais y a-t-il, selon vous, un sommet qui justifie le sacrifice de sa propre vie, mais surtout aussi le sacrifice de la vie des autres? Je pense aux sauveteurs. À mon sens, non. Mais... Vous ne pensez pas que la passion est parfois si forte chez les gens de la montagne que, effectivement, je veux dire, cette notion-là échappe à l'entendement? Oui, c'est ce qui nous a... C'est ce qui nous a aussi fascinés, c'est essayer de comprendre pourquoi, quand on connaît le prix, pourquoi s'y rendre quand même, et pourquoi...
On a l'impression que les personnes dont vous décrivez les aventures sont engagées dans une spirale infernale dont ils ne peuvent se délivrer parce qu'ils sont l'objet d'une véritable addiction au risque. Et c'est peut-être ce dont on débattra tout à l'heure avec un spécialiste du genre. Oui. Bah, par exemple, Tomek, la dernière expédition, donc celle de 2017-2018, il raconte qu'il y est allé, mais comme s'il remplissait un devoir, qu'il avait plus, qu'il y allait un peu mécaniquement, et en fait après, c'est sûr que c'est difficile à comprendre pourquoi avoir voulu s'entêter sur ce sommet. Alors ses motivations ont évolué au cours du temps. Au début, c'était les premières ascensions, donc c'est le Nanga Parbat, un des 8000, et c'est un sommet qui n'avait pas jamais été gravi l'hiver. Donc évidemment, il y avait aussi l'attrait de réaliser une première, de se distinguer. Et donc la première hivernale a été réalisée en 2013 par Simone Moro, Alice Barra, et lui d'ailleurs a eu une réaction assez, assez particulière puisqu'il a été ben, très mécontent de cette première. Il a demandé des preuves, il voulait pas accepter que la montagne sur laquelle il avait passé autant de temps ait été gravie par quelqu'un d'autre. Ce que racontent ses amis, c'est que voilà, il avait besoin d'aller au sommet, et peu importe, par tous les moyens, et il y retournait. Et c'est vrai que cet entêtement, j'imagine que tout à l'heure, on aura effectivement des réponses sur. Il y a une sorte de déconnexion du monde réel. Et est-ce que, selon vous, c'est lié à une vision spirituelle de l'ascension, le fait de s'élever et d'aller au plus près du ciel et d'essayer de voir ce qu'il peut y avoir derrière? Oui, il y a une dimension spirituelle au sens large. Tamara Lunger, donc une Italienne qui faisait partie de l'ascension de 2013 sur le Nanga Parbat et qui a fait demi-tour à une dizaine de mètres du sommet parce qu'elle se sentait mal. Elle aurait pu être la première femme à gravir cette montagne, mais donc ça n'a pas été le cas, et c'est Elisabeth Revol qui est devenue ensuite la première femme à l'avoir gravie. Et elle, donc elle est croyante, elle croit en Dieu, elle est catholique, et elle raconte très bien qu'elle a l'impression que c'est une élévation, qu'elle se sent plus proche de Dieu là-haut, elle dit elle parle à Dieu pendant son ascension. Quand elle se sentait mal, justement, pendant cette ascension de 2013, elle implorait Dieu de faire en sorte que le vent s'arrêtait, etc. Bon, et donc ça, c'est la dimension spirituelle. Elle est aussi au sens large. C'est aussi une déconnexion du monde. C'est aussi une forme de méditation. C'est le mot qu'emploient plusieurs alpinistes qu'on a interrogés. Oui, une façon oui, de réfléchir différemment. Elisabeth Revol, elle dit aussi elle assume un côté antisocial, asocial, et que le monde d'en bas lui est assez pénible, et que en fait là-haut, elle se ressource et ça lui permet de mieux supporter ensuite la vie quotidienne et tout. Ce n'est pas pour rien que l'Everest signifie, je crois, la déesse des vents. C'est ça? C'est peut-être parce qu'il y a justement cette notion de spiritualité et cette volonté d'aller au plus haut que l'on puisse aller, de vaincre les éléments pour se vaincre soi-même. Oui, c'est aussi une confrontation avec soi-même, la recherche de difficultés. Ça en fait partie. D'accord. En tout cas, il y a aussi une vision plus politique de l'alpinisme parce que les Polonais, vous y avez fait allusion tout à l'heure, n'ont pas grimpé pour le plaisir, ils ont grimpé pour une cause. Oui, c'était en 1980, c'était une expédition nationale, donc qui était soutenue par le régime communiste, qui avait vu en fait aussi les bénéfices qu'ils pouvaient tirer du succès de leurs alpinistes, qui pouvaient rejaillir sur eux. Et d'ailleurs, ça a été une fierté nationale.
cette première. Ils ont été accueillis ensuite en Pologne comme des héros. Et il y a une motivation patriotique de la part de ces alpinistes qu'on surnommait les guerriers des glaces. Voilà, et une volonté de s'inscrire dans l'histoire qui était assumée et forte. Voilà, c'est parce que l'alpinisme permet de porter haut les couleurs d'un pays, que ce soit la Pologne, mais ça a été aussi le cas pour la France lors de la première ascension de l'Annapurna. Hein. En tout cas, il est vrai que au-delà de l'ascension, au-delà de l'exploit sportif, il ne faut pas oublier que ce sont des pays qui vivent. Et si vous avez cité tout à l'heure Paul Lyonnais qui disait que monter en Himalaya, monter à l'Everest, c'était monter sur les morts et monter à la mort, je crois que c'est ce qu'il disait. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans ces pays-là des gens qui vivent, qui sont là pour travailler leur terre, pour transmettre leurs traditions, pour montrer leur savoir-faire et maintenir ce qu'est leur patrimoine à la fois humain et économique peut-être, et aussi architectural. Donc Philippe Montillet qui a arpenté le monde et qui a côtoyé donc ces peuples de l'Himalaya et qui s'est aventuré comme notre ami Rémi Borde sur le chemin des humbles. Je pense que ça a dû lui laisser des souvenirs extrêmement émouvants. Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, mon parcours est complètement différent de celui d'Elisabeth Revol, bien entendu, parce que premièrement, je ne suis pas un alpiniste, en tout cas pas un alpiniste aussi averti qu'Elisabeth Revol ou certaines personnes de sa trempe. Pour ma part, je suis né ici, face au Mont Blanc, à Chamonix, il y a un certain nombre d'années maintenant. Et puis, quand j'étais adolescent, j'ai rapidement été attiré, bien sûr, par le massif qu'on a en face de nous, là, terrain de jeu magnifique. Donc, j'ai commencé à faire des courses ici, en face, avec des amis qui étaient plus âgés que moi et qui m'emmenaient toujours avec eux faire des cordées de séjour en montagne, avec le couvercle, tous les refuges du massif, etc. Donc, j'ai un peu parcouru le massif. Et en fait, assez rapidement, malgré ma petite taille, je me suis trouvé assez vite à l'étroit dans le massif du Mont Blanc parce que, d'autre part, je m'abreuvais déjà de tous les récits himalayens qui étaient écrits notamment par les Anglais, les premiers grands récits d'exploration de la découverte du massif de l'Himalaya par les Anglais qui occupaient alors l'Inde. Ils faisaient des expéditions qui étaient simplement des expéditions de reconnaissance, d'exploration. Ce n'était pas dans un exploit alpinistique premier, hein, ils n'avaient pas envie de faire tel ou tel sommet, mais ils allaient quand même vers les montagnes et dans les montagnes pour cartographier en fait ce qu'il y avait au-dessus de chez eux, c'est-à-dire à l'époque l'Inde. Donc moi j'ai beaucoup lu tous ces récits quand j'étais adolescent et juste après l'adolescence, en tout cas très jeune. Et d'emblée j'ai été très très attiré par l'Himalaya au sens très large du terme, donc jusque même avec la chaîne du Karakorum après, hein, donc on va dire toute la grande chaîne de l'Himalaya au sens très large. Et dès qu'en fait j'ai eu mes premiers sous en poche, c'est-à-dire après mon premier salaire, mon premier billet d'avion était pour Katmandou parce que je voulais absolument aller sur place et découvrir de moi-même, bien sûr, à pied, la configuration alpine, si on peut dire, de l'Himalaya au Népal, qui est absolument, bien sûr, fantastique. Et donc, après avoir lu tous ces récits et tout, l'Himalaya, c'est devenu pour moi effectivement un peu une obsession, mais pas dans le sens montagne du terme. Mais c'était un lieu à découvrir. Il fallait absolument que j'y aille. Je savais qu'il fallait que j'y aille et que j'avais très envie de m'y rendre. Donc, j'ai commencé à y aller en 84. Donc, vous voyez, ça fait un certain nombre d'années. Ça fait 36 ans aujourd'hui. Et depuis, en fait, j'y vais 1 à 2 fois par an. Alors, je fais ça, bien sûr, comme je peux avec mon métier. Je suis infirmier anesthésiste. Donc, je jongle entre mes horaires de garde et de travail au bloc opératoire ou aux soins intensifs depuis toutes ces années et avec des périodes de récupération justement de ces horaires. Vous savez qu'on fait des horaires un peu de fou des fois dans le médical. Donc moi, j'arrive à cumuler en fait beaucoup de semaines de récupération en plus de mes vacances, etc. Et depuis toujours, en fait, je jongle avec ces 2 vies, c'est-à-dire une vie à l'hôpital avec mon métier que j'aime beaucoup et qui m'apporte beaucoup sur le plan humain et sur le plan technique et tout. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, mon deuxième pan de vie, c'est le reportage, le voyage et la photographie, au travers de la montagne quand même, si possible.
Donc l'Himalaya, bien sûr, est un très très beau terrain de jeu pour moi et c'est pour ça que j'y vais depuis toutes ces années. Alors ce qui m'a attiré dans l'Himalaya au départ, c'était bien sûr de découvrir les montagnes, comme je vous l'ai dit, après avoir bien sillonné le massif du Mont Blanc quand j'étais jeune. Mais en fait, dès le premier voyage, ce dont je me suis aperçu, c'est que j'étais encore plus attiré par les gens qui vivaient dans les montagnes, dans l'Himalaya, et notamment ceux qui vivent au pied des sommets, c'est-à-dire dans les hautes vallées du Népal. Vallée de l'Everest, du Khumbu, du Manaslu, de l'Annapurna, du Mustang, du Dolpo. Enfin, je suis allé un peu partout. Je ne connais pas encore tout le Népal, mais j'y suis allé à peu près 50 fois maintenant. Et donc, ce qui m'intéresse depuis toutes ces années, c'est d'y retourner parce que, premièrement, j'ai lié des liens très forts au niveau humain, bien sûr, avec les gens qui y habitent dans ces hautes vallées. Et puis, ce terrain de jeu montagnard qui est celui du Népal est absolument incroyable puisqu'il est assez unique au monde, puisque certains d'entre vous y sont sûrement déjà allés. Vous avez tous vu ces villages qui sont à 4500 mètres, même des fois un peu plus haut, et des gens y vivent toute l'année. La différence de latitude fait que, effectivement, les neiges éternelles, c'est qu'à partir de 6000 mètres, en gros, 5800 mètres. Donc, la vie s'opère à 4500 mètres et on peut cultiver des pommes de terre jusqu'à 4000 mètres au Népal et les céréales jusqu'à 4300 mètres. Donc, ça change la donne, évidemment, et ça permet la survie de beaucoup de populations au pied de tous ces sommets dont on parle aussi quand on parle de l'Himalaya. Et donc, moi, dès le premier voyage, j'ai bien sûr été là-bas pour marcher en montagne. J'ai quand même fait des expéditions. Je continue à en faire une de temps en temps. J'aime beaucoup, bien sûr, la montagne et même la haute montagne. J'ai jamais fait de 8000, mais je suis déjà monté à 7002 sur le Pumori. J'ai déjà fait la Mada Blanche. J'ai déjà fait pas mal de 6000 là-bas. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est encore une fois l'humain qui vit dans ces hautes vallées, au pied des montagnes. Parce qu'il y a une vie formidable qui s'opère. Il y a une aide intergénérationnelle dans tous ces villages qui est absolument incroyable et qu'on a perdu ici depuis très longtemps. Et les enfants vont à l'école, il y a des dispensaires, il y a la culture des champs, il y a les bêtes, la vie vraiment quasi moyenâgeuse de certains villages, même si maintenant ça s'améliore beaucoup. Elle est vraiment stupéfiante. Et moi, j'ai été très touché dès ce premier voyage. Et c'est ce qui vraiment me motive à retourner voir tous ces gens que je connais maintenant sur place chaque année. Chaque année, bien sûr, je ne revois pas les mêmes personnes puisque je ne vais pas dans les mêmes vallées, mais je les revois à 2-3 ans de distance. Il y en a pas mal que je connais très très bien. Il y a des dispensaires que je soutiens. Il y a du matériel que j'amène dans des écoles régulièrement. Il y a des liens qui se sont créés très forts. Et puis, il y a un autre aspect aussi que j'ai découvert dans l'Himalaya dès mon premier voyage et qui m'a aussi bluffé, c'est le domaine des porteurs. Donc, les porteurs du Népal, c'est une profession vraiment à part entière là-bas, qui est reconnue, qui est respectable, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce n'est pas un travail de bas étage. Ils sont incontournables. C'est vraiment la cheville ouvrière des Hautes-Vallées. Et ce sont des hommes, et il y a d'ailleurs des femmes aussi qui font ce métier, qui transportent à longueur de journée du matériel pour déjà achalander les villages eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils travaillent aussi pour les gens du pays. Et puis, bien sûr, il y a le tourisme, le trekking, les expéditions qui leur donnent du travail en plus. Et si certains de cette première catégorie de porteurs arrivent à se greffer sur un trek, par exemple, une seule fois par an pendant 3 semaines, ils doublent leur salaire annuel. Donc c'est très très important comme activité économique dans les hautes vallées du Népal. Et il y a vraiment un trafic incessant de porteurs. Certains d'entre vous ont certainement, bien sûr, croisé ces hommes et ces femmes. Et moi, j'ai effectivement, depuis cette époque-là, attaché une importance folle à expliquer ce qu'était leur travail au travers de mes photos, de textes, notamment du bouquin là, que je présente ici, qui est préfacé par le fils de Tenzing. Et pour moi, c'est ce qui finalement maintenant prédomine quand je vais au Népal, même si, encore une fois, voilà, il m'arrive de participer à une expédition avec beaucoup de plaisir. Jean-Christophe Lafaille, qui était un copain à moi, me disait, je me rappelle de ces mots, qu'au-dessus de 6500 mètres, l'homme n'avait rien à y faire. Mais en fait, on y retourne quand même toujours. Alors, qu'est-ce qui nous attire? Donc, c'est la question en fait, du thème de ce rendez-vous. Pourquoi l'Himalaya et pourquoi vouloir aller en altitude, par exemple, être obsédé par l'altitude comme Elisabeth Revol ou comme d'autres? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas la même obsession, même si quand même j'ai l'envie d'y aller. Par contre, je ne suis pas suicidaire. J'ai des enfants, j'ai une famille. Voilà, je me sens bien ici, donc je n'ai pas envie de mourir là-haut non plus. Donc en fait, si je participe à une expédition, là l'année prochaine, je dois en faire une normalement pour un 8000. Donc ça serait mon premier 8000 et sûrement dernier parce que je n'ai pas envie de les collectionner. Et je n'ai peut-être pas les capacités non plus d'ailleurs.
Mais j'aimerais quand même tenter ça une fois dans ma vie, donc ce sera normalement pour l'année prochaine. Et je me dis toujours que je n'y vais pas pour mourir, ça c'est sûr. J'y vais peut-être pour vivre pleinement mon désir d'aller le plus haut possible dans de bonnes conditions, mais sans risquer ma peau et encore moins celle de mes collègues de cordée, ça c'est sûr. Et pour la petite anecdote, quand j'ai fait l'Amada Blanc la première fois en 2003, ça a été un échec. Le mauvais temps arrivait et j'étais avec un guide expérimenté. Heureusement d'ailleurs, parce que vu la paroi, on était quand même bien assuré avec lui. Et on a dû renoncer au sommet à 170 mètres du sommet. Donc c'est un sommet de 6008 et quelques quand même, donc très pentu, très impressionnant. Pour moi, c'est le plus beau sommet du Népal. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Et quand on est sur la partie terminale, la partie sommitale, sur le plan incliné, tout gelé, là, comme ça, suspendu dans le vide, on ne fait pas les malins. Et c'est vrai, quand il m'a dit, bon, on fait demi-tour, le mauvais temps arrive, on a tous, bien sûr, accepté. On était 4, on a tous accepté. On a tous replié et on est redescendu au camp 2. Et en 24 heures, il était tombé 2 mètres de neige. Donc effectivement, si on avait continué, à quelques heures près, on ne serait peut-être pas redescendu. Ça, c'est fort probable. Et en 2008, les 4 mêmes copains, on est retournés à l'Amada Blanc. Et là, on a pu faire le sommet le jour des élections démocratiques du Népal, d'ailleurs. C'était en avril 2008 et c'était le jour des élections démocratiques, entre guillemets, du Népal, avec un gouvernement qui devenait une démocratie et plus une monarchie. Bon, c'est pas vraiment ça, mais enfin, c'est une tendance. Voilà, ça, c'est l'anecdote. Donc c'est vrai que, encore une fois, là j'étais avec un guide qui effectivement a gardé la tête sur les épaules jusqu'au bout, et on était tous d'accord, bien entendu, pour faire demi-tour la première fois, parce que c'était exclu qu'on risque quoi que ce soit, ni pour soi ni pour les autres. Et ce repli est un repli magnifique en fait, parce que c'est un renoncement discuté en 3 minutes, bien sûr, entre nous, mais c'est un renoncement obligatoire pour notre survie. Et bien sûr, on a tous adhéré et on n'avait pas du tout les neurones qui nous manquaient pour se dire non, on continue, on est tout proche et on y va, quoi. Même si la tempête arrive, ça va passer. Et puis voilà. Il m'est arrivé aussi sur d'autres petits sommets. Alors c'était des 6004, des 6003, mais des beaux petits sommets quand même. Le Lobuche Peak, l'Arkia Peak, des choses comme ça. Il m'est arrivé aussi dans du mauvais temps à cette altitude-là. Et c'est vrai qu'au-dessus de 6000, c'est quand même délicat déjà. Donc, ce n'est pas du 8000, on est bien d'accord, mais c'est quand même des situations délicates et il faut savoir garder tête froide et puis garder cet esprit de solidarité pour l'accorder, je pense, et puis accepter de renoncer quand il faut, quoi. Voilà. Oui, c'est là où on voit effectivement qu'il y a un lien entre ton métier de soignant dans un service de réanimation et puis cette activité d'homme d'aventure qui est parfois amené à renoncer. Je veux dire, il faut parfois se garder de toute obstination, que ce soit dans le domaine médical ou que ce soit dans le domaine de l'aventure. Et c'est peut-être la grandeur ou l'honneur à la fois du soignant et du grimpeur ou du randonneur, de ne pas aller jusqu'au bout de son obsession. Oui, tout à fait. Et Michel, tout le monde, c'est valable également pour le Mont Blanc, par exemple, ou pour n'importe quelle course en montagne à bien moindre altitude. Si on voit que ça ne suit pas, ou que le mauvais temps arrive, ou qu'on n'est pas bien et tout, il ne faut pas forcer, il faut simplement redescendre et se dire on reviendra une prochaine fois. Moi, j'ai souvent accompagné des amis au Mont Blanc qui ne l'avaient jamais fait, et plusieurs fois, on a renoncé. On était à Valo, on était au début de l'arête des Bosses. On fait demi-tour. C'est pas grave, on revient l'année prochaine. Et puis c'est tout, quoi, dans de bonnes conditions. Il ne faut pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas. En tout cas, moi, je ne le fais pas parce que, encore une fois, comme je le disais au début, je suis ni guide de haute montagne, ni alpiniste chevronné. Donc, j'arrive toujours à mesurer quand même la limite que je dois m'imposer et que des fois les autres m'imposent aussi et qu'il faut respecter. Ça, c'est sûr. Et puis, il est important de revenir pour nous donner justement des carnets d'éternité, mais qui sont aussi des carnets de bonheur. À la fois bonheur du fait de la qualité de l'écriture, du fait de la puissance évocatrice des images, et puis surtout du regard empathique qui est porté sur les personnes de rencontre. Et ça, je crois que c'est assez rare. Et là encore, il y a eu un tournant peut-être dans les récits d'aventure dans ces pays de montagne. Parce qu'au départ, effectivement, on n'avait pas ce regard respectueux des gens du coin et surtout des porteurs.
Et là, ce qui est frappant à la fois dans les textes et dans les photos, c'est justement ce regard toujours bienveillant et respectueux, que ce soit pour les porteurs du Népal, mais que ce soit aussi pour les Syriens ou les Africains que tu as largement photographiés et décrits dans leur vie quotidienne dans des ouvrages précédents. Et ce qui m'intéresse beaucoup, vous l'avez compris, c'est la dimension humaine des pays. Alors au Népal, c'est particulier parce qu'ils vivent très haut, donc ils sont déjà presque à l'altitude du Mont Blanc, et ils vivent là toute l'année. Donc c'est quand même surprenant de les voir là avec leurs petits lopins de terre et leurs yaks pour labourer à l'ancienne, au soc. Hein. Et c'est vrai que ça m'a toujours marqué beaucoup, beaucoup. Et je m'intéresse beaucoup à ces conditions de vie, on va dire, dans des conditions difficiles. Hein. Voilà. Ce sont des paysans montagnards, en fait, les Népalais des Hautes-Vallées. Et donc, ils allient et le métier de paysan et les conditions du montagnard avec vraiment un côté, une rusticité des habitations et tout ça qui est quand même dingue quoi, à notre période. Et de ça, je suis assez admiratif, effectivement, et j'aime bien montrer comment ils vivent et écrire ou photographier la façon dont ils vivent, parce que ça me plaît beaucoup de transmettre ça et de montrer ça aux gens peut-être qui n'y vont pas ou qui n'ont pas notion de ça, quoi. Et je l'ai fait effectivement dans d'autres pays, en Afrique, en Amérique du Sud, etc., pour des sujets humains. Là, je parlais des porteurs du Népal, mais il y a eu les caravaniers du sel entre Djibouti et l'Éthiopie. Hein. J'avais fait un bouquin aussi là-dessus en l'an 2000, il y a 20 ans déjà, mais c'était pareil, un truc incroyable, quoi, contemporain, mais complètement inouï de voir que ces gens-là vivent encore de cette manière-là. Il y avait eu les chasseurs de glace en Équateur aussi, hein, les gens qui redescendent la glace du Chimborazo, tout ça. Enfin, c'est toujours des sujets humains qui me touchent beaucoup. Alors, probablement, Michel, tu as raison, c'est peut-être dû à ma profession, puisque moi, je suis quand même à l'écoute des gens, des personnes que je soigne tout au long de l'année. C'est notre métier, hein, comme toi aussi. Ça a déteint sur moi forcément, et c'est ce que j'essaye aussi de reproduire dans mes écrits, dans mes voyages, dans mes photographies. Émilie dit dans son livre... Émilie dit dans son livre que la montagne, c'est beau de loin, mais de près, c'est peut-être un peu différent quand on est effectivement pris dans la glace et dans l'hiver. Pour Philippe Montillet, la montagne, on ne sait pas si c'est beau quand on la voit de loin, mais quand on lit ses textes et qu'il nous la fait voir de près, effectivement, on s'aperçoit que non seulement la montagne est belle, mais qu'elle vit parce qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes qui la font vivre et qui y sont très attachés et qui vivent vraiment rivés à leur terre pour transmettre à la fois leur savoir-faire et leur tradition. Oui, Michel. Et puis tout à l'heure, tu parlais aussi justement de cette dimension tradition architecturale, etc. Des choses dont on ne parle pas dont on parle pas couramment quand on parle d'Himalaya. C'est vrai, quand on parle d'Himalaya, et je critique personne bien entendu, mais on parle toujours d'un tel ou d'une telle, justement, Elisabeth Révolt par exemple, contre qui je n'ai rien du tout, bien entendu. Je la connais, il n'y a aucun problème avec elle. Mais si vous voulez, on parle toujours des personnes qui font telle ou telle ascension, qui arrivent au sommet de telle ou telle montagne, mais par exemple, on ne parle jamais des porteurs qui les accompagnent, par exemple, ou très peu. Alors, dans les anciens récits dont je vous parlais, les anciens récits d'expéditions anglaises, notamment du début du siècle, hein, donc des écrits qui datent de 1920, ça a commencé en 1920, pratiquement tous les ans ou tous les 2 ans, il y avait des expéditions de reconnaissance à l'Everest par le Tibet, parce qu'à l'époque, le Népal était fermé. Bernard Ami, sûrement pourrait détailler bien plus que moi les détails de ces explorations qu'il a dû lire aussi, bien entendu. Et en fait, le fait que les Anglais faisaient ces expéditions d'exploration, alors par contre, dans ces récits, il ressort, curieusement, contrairement un peu à ce que tu viens de dire, Michel, qu'on avait une estime, on apportait une estime beaucoup plus importante que contemporainement aux porteurs. Donc les porteurs étaient cités nommément, on disait de quel village ils venaient, jusqu'à quelle altitude ils avaient été, etc. Ils décernaient même des médailles qui s'appelaient médaille du tigre, je crois. Hein, je crois que ça s'appelait comme ça, médaille du tigre. Voilà. Pour ceux qui montaient au-dessus de 7500 mètres, ils avaient droit à une médaille, à une prime, etc. On notait leur nom, ils étaient félicités. Enfin, il y avait beaucoup plus ils étaient beaucoup plus entourés et estimés que de façon plus contemporaine, c'est-à-dire à peu près à l'époque où se sont développées les expéditions
moderne, sponsorisé, entre guillemets, etc. Et où on parlait d'un tel qui avait fait l'Everest, etc. Et puis les porteurs, il n'y en avait plus, comme s'ils étaient tout seuls. Et ça, moi, ça m'a jamais plu, parce que sur le terrain, on sait qu'ils sont incontournables. Et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, parce qu'ils méritent vraiment qu'on parle d'eux, quoi. Et juste pour finir, donc Michel, tu parlais de la dimension architecturale, etc. C'est vrai que tous ces vieux villages en pierre des hautes vallées du Népal, dans des régions plus ou moins paumées, hein, parce que bon, le Khumbu, c'est très fréquenté, mais il y a des régions de Dolpo, par exemple, c'est le Moyen-Âge. Hein, si vous allez là-bas dans les villages en pierre, c'est incroyable. Et moi, un jour, j'avais passé 15 jours dans un monastère en hiver dans le Dolpo. Donc, je m'étais fait admettre par une communauté de moines que j'avais vu 6 mois avant, enfin 4-5 mois avant, pendant l'été. Et j'avais dit, je reviendrai cet hiver. Et donc, je suis revenu, j'ai passé 15 jours dans ce monastère. Et ça aussi, c'était une expérience incroyable, parce qu'au niveau architectural, c'était fantastique. La bâtisse avait 900 ans. Et les conditions de vie de ces hommes, des lamas, là, donc ils étaient une communauté, ils étaient à peu près 300. Et j'étais avec eux pendant 15 jours en hiver. Donc à l'intérieur du monastère, il faisait -2. Il n'y avait pas de chauffage, bien entendu. À l'extérieur, il faisait -15, -20, suivant les vents. Donc pas de chauffage. Un seul repas par jour. Silence total. Alors là, je peux vous dire que vous êtes immergé. Hein. Là, vous avez intérêt à amener des bouquins et puis à écrire aussi, parce que déjà, ça vous réchauffe. Et puis voilà, ça vous occupe, hein, parce que là, les journées sont très très longues. Mais par contre, c'est une expérience incroyable par rapport à ce que tu disais, Michel, tout à l'heure, c'est-à-dire la culture du pays. Donc ça, ce séjour-là, par exemple, c'est un des plus forts, bien entendu, de ma vie, quoi. 15 jours, simplement 15 jours. Silence total, à 4000 mètres d'altitude, en hiver, avec 300 moines, silence complet. Ça, c'était un gros truc. Hein. Et c'est là qu'on aborde justement, alors pourquoi l'Himalaya ? Il y a aussi cette dimension justement dont tu parlais tout à l'heure, la dimension culturelle, dimension, je dirais pas religieuse, parce que personnellement, moi, je ne suis pas croyant, pratiquant, voilà, je ne suis pas un fou furieux, je ne suis pas ni bouddhiste ni rien, hein, mais par contre, je m'intéresse beaucoup à ces cultures de croyances, donc aussi bien l'islam, quand je suis allé au Moyen-Orient beaucoup, quand on pouvait y aller, etc., que le bouddhisme, bien sûr, dans les monastères des Hautes-Vallées. Je m'intéresse à tout, et le fait de côtoyer ça de très très près comme ça, on a quand même une espèce de ferveur qui nous gagne, surtout dans ce silence que je décris là de 15 jours d'hiver. C'était absolument incroyable, quoi. Pardon. Je passe le micro à ma collègue. Ça donne envie. Dit nous renvoie au livre de Patricia Joly, Sherpa, fils de l'Everest, qui, justement, à la suite d'un drame, avait porté, elle aussi, un regard extrêmement attentif et chaleureux vis-à-vis de ces personnes. Et je voudrais avoir une pensée pour Patricia Joly, qui est journaliste au Monde et qui est retenue à Paris parce que je pense qu'elle a eu un printemps un peu difficile. Et puis, il y a Rémi Borde, que l'on a reçu il y a quelques années, qui a fait un livre remarquable dans la collection Terre humaine, qui s'appelle Le chemin des humbles, où il a vécu en immersion pendant plusieurs années dans un village, dans plusieurs villages du Népal. Et vraiment, là encore, il nous a vraiment montré quelle était la richesse de ces peuples qui ont été très longtemps occultés, peut-être par une tentation, peut-être, alors je le dis entre guillemets avec des pincettes, peut-être une tentation peut-être un peu néocolonialiste de ces pays où on allait pour le plaisir et non pas pour s'intéresser aux gens qui y vivaient. En tout cas, c'est vraiment très, 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 très important, là, votre regard. Mais je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi l'hiver en Himalaya. C'était un sujet qui vous paraissait plus romanesque et plus attractif pour le lecteur. Non, donc, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment très peu d'alpinistes qui choisissaient l'hiver. Donc on a fait les décomptes. Il y a seulement 86 personnes qui se sont tenues debout sur un 8000 mètres, donc au moins une fois. Et on a demandé par exemple à Yannick Gradiani d'ailleurs pourquoi il s'était jamais intéressé à l'hiver, et lui nous a répondu que c'était déjà bien assez difficile à la saison dite normale. Et ce qui nous a intéressé, oui, c'est la recherche de la difficulté. Pourquoi s'infliger l'hiver alors qu'on pourrait s'y rendre à la saison dite normale. Voilà, la dimension d'aventure, bien sûr, et cette question du pourquoi.
du pourquoi, et vous avez trouvé la réponse. Est-ce que cela vous a paru raisonnable de... Je ne sais pas si... Oui, sans doute. Mais non, ce que je disais, c'est que la réponse, je pense qu'elle est plurielle. Il y a différents éléments de réponse qui reviennent chez les alpinistes. Donc la liberté, l'échappatoire, c'est le défi, bien sûr. Mais oui, il n'y a pas une seule réponse. En tout cas, je pense qu'on n'a pas de jugement à porter. On ne peut que effectivement se dire que ces exploits relèvent d'une audace qui ne regarde que ceux qui la commettent, et qu'on ne peut aussi que saluer les témoignages de tous ces randonneurs, de tous ces aventuriers, on peut le dire, qui partent à la rencontre des autres parce qu'ils sont ouverts sur le monde, et qu'ils essaient de témoigner pour nous faire comprendre que d'autres peuvent vivre dans des conditions différentes de nous. Donc vraiment, je vous remercie très chaleureusement de votre participation. On pourra continuer la discussion tout à l'heure, mais peut-être que vous auriez des questions à poser à nos amis.